Bon après-midi, je suis Isabella Colonna, une neurologue travaillant dans l'hôpital du sud d'Italie. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous et je remercie Isa Africa pour l'invitation et l'organisation. Je m'excuse beaucoup pour mon niveau de français et j'espère que vous pourrez me comprendre. Dans ma présentation d'aujourd'hui, je traiterai le sujet des stroke mimics. Les erreurs de diagnostic touchent tous les environnements cliniques, y compris les urgences. Ces problèmes représentent un défi majeur pour le système de santé et peuvent avoir des conséquences graves pour les patients. Une revue systématique récente a estimé qu'un patient sur 18 reçoit un diagnostic erroné. Et les 5 conditions les plus souvent mal diagnostiquées aux urgences sont l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, la dissection et l'anévrisme de l'aorte, la compression de la meule épinière et la thromboembolie veineuse. L'accident vasculaire cérébral est la pathologie neurologique la plus fréquente dans toutes les régions du monde, comme vous pouvez le constater sur la figure publiée il y a quelques mois dans la publication du Global Burden of Disease, et est la principale cause de handicap et l'une des principales causes de décès. Il est bien connu que le bénéfice des procédures de revascularisation est dépendant du temps. Il est donc crucial de réduire le délai entre l'admission et l'administration du traitement dans les services d'urgence. L'accident vasculaire cérébral ischémique est un diagnostic d'exclusion, souvent confirmé par une tomodensitométrie sans contraste, qui est généralement normale dans les premières heures après l'événement. L'augmentation de la thrombolyse systémique et la réduction du délai entre l'admission et le traitement, ce qu'on appelle door to needle time, ont entraîné l'inclusion erronée des stroke mimics. Il est crucial d'envisager les stroke mimics dans le diagnostic différentiel pour éviter l'utilisation inappropriée de médicaments coûteux et potentiellement dangereux. Mais il est tout aussi nécessaire de dire qu'environ le 9% des accidents vasculaires cérébraux sont manqués lors de la première présentation aux urgences. Une étude récente a identifié les facteurs influençant le mauvais diagnostic des accidents vasculaires cérébraux qui sont nombreux et peuvent varier en fonction de différents aspects. Par exemple, le vertige, le maux de tête isolés, l'ischémie, l'accident vasculaire cérébral de la circulation postérieure, une faible sévérité clinique, une durée transitoire des symptômes, mais aussi le niveau culturel, le sexe, l'origine ethnique, l'âge et le contexte peuvent jouer un rôle important dans le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux. Que signifie stroke mimics et stroke caméléons? Un imitateur d'accident vasculaire cérébral, qui est le stroke mimic, est un cas de faux positif et une situation où un diagnostic d'accident vasculaire cérébral à l'admission n'est pas confirmé. Tandis qu'un caméléon d'accident vasculaire cérébral, stroke caméléon, est un cas de faux négatif. C'est ça. C'est une situation où l'accident vasculaire cérébral est révélé par des symptômes cliniques qui ne sont pas habituels dans les accidents vasculaires cérébraux. Les imitateurs d'accident vasculaire cérébral fréquemment rencontrés sont crise épileptique, migraine, troubles toxiques et métaboliques, lésions massives, encéphalopathie
et septicémie, troubles fonctionnels, troubles démyélinisants et amnésie globale transitoire. Une étude récente a révélé que les patients présentaient des conditions imitant un accident vasculaire cérébral comparé aux patients atteints d'un accident vasculaire cérébral présentaient plus fréquemment une perte de conscience, des vomissements et des maux de tête. De plus, il était davantage capable de marcher et souvent ne présentait aucun signe clinique. Un des imitateurs plus fréquents d'accidents vasculaires cérébraux est la migraine. Les symptômes de l'aura de la migraine sont généralement positifs, comme les paresthésies et les phosphènes, et correspondant à différents territoires vasculaires, tandis que ceux de l'accident vasculaire cérébral sont habituellement négatifs, comme par exemple l'hypoesthésie ou la paralysie, et correspondent généralement à un seul territoire vasculaire. L'aura de la migraine a un début progressif, comme une marche lente à travers différents territoires vasculaires, et une durée de 5 à 60 minutes, tandis que l'accident vasculaire cérébral commence de manière abrupte et dure généralement plus de 15 minutes. De plus, les patients migraineux ont souvent des accidents de migraine, de crise de migraine, tandis que les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral présentent des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais la mal de tête peut être aussi un caméléon, parce qu'elle est également fréquente dans l'accident vasculaire cérébral aigu, plus courant dans l'accident vasculaire cérébral de la circulation postérieure, et troubles cérébrovasculaires tels que la presse, la dissection, peuvent se manifester par des maux de tête. Les crises épileptiques sont un autre imitateur d'accident vasculaire cérébral. Ils ont un début brusque, mais en quelques secondes, et une durée généralement inférieure à 2 minutes, tandis que l'accident vasculaire cérébral a un début soudain, c'est là que les symptômes sont à leur maximum dès le début et généralement une durée plus de 15 minutes. Les symptômes de la crise épileptique sont généralement positifs, comme secousse des membres, tandis que les symptômes de l'accident vasculaire cérébral sont négatifs. Mais aussi, après une crise épileptique, nous pouvons avoir des symptômes négatifs comme la paralysie des tôtes, qui peut être partielle ou complète, mais elle survient généralement d'un seul côté du corps. Elle peut durer de 30 minutes à 36 heures avant de disparaître complètement. L'incidence de la paralysie des tôtes varie entre le 0,6% et le 13,4%. Autres caractéristiques du soutien sont pour les crises épileptiques les automatismes, la morsure de la langue et l'incontinence urinaire. Tandis que les patients avec un accident vasculaire cérébral ont généralement des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais il faut faire attention parce que les crises épileptiques peuvent être aussi une complication d'un accident vasculaire cérébral aigu. Cela peut être un caméléon. L'encéphalopathie aiguë sont également des imitateurs d'accidents vasculaires cérébraux, comme dans le cas de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie, dysfonctionnement des électrolytes comme hyponatrémie et hypernatrémie ou encéphalopathie métabolique. Mais elles peuvent être aussi des caméléons d'accident vasculaire cérébral, comme dans le cas du syndrome du sommet du tronc basilaire,
Dans l'accident vasculaire cérébral thalamique bilatéral, comme dans le cas de l'occlusion de l'artère de Percheron, et nous pouvons voir l'image ici, et comme dans le cas de l'infarctus du territoire de l'artère cérébrale antérieure. Les lésions tumorales cérébrales peuvent être aussi imitateurs d'accidents vasculaires cérébrales. Elles peuvent être gliomes, lymphomes, ADEM. Elles ont généralement un début progressif des symptômes, mais peuvent se présenter aussi de manière aiguë. Et la tomographie cérébrale peut montrer un œdème vasogène qui pourrait être confondu avec une lésion hypodense d'un accident vasculaire cérébral aigu. Cela peut être une imitation radiologique. Et les symptômes généralement ne respectent pas les territoires vasculaires et sont dus à des crises épileptiques, à l'aggravation de l'œdème et de l'effet de masse. Les troubles fonctionnels symptomatiques neurologiques sont en autre stroke mimique. Et les troubles, ce sont une forme de somatisation, l'expression des phénomènes psychiatriques qui se présentent comme des symptômes somatiques physiques. Et les symptômes fonctionnels peuvent être précédés par du stress émotionnel, des attaques de panique, une blessure physique ou de la douleur. Cependant, des symptômes de panique ont été rapportés dans le 59% des cas de faiblesse fonctionnelle, mais aussi dans le 64% des cas au moment de l'accident vasculaire cérébral. Des caractéristiques importantes des troubles fonctionnels sont l'incohérence, comme par exemple le patient ne peut pas bouger sa jambe mais peut marcher, et l'incongruité, par exemple une hémiplégie sans faiblesse faciale ni anomalie sensitive. Le diagnostic du trouble fonctionnel symptomatique neurologique n'est envisagé qu'après qu'un examen clinique et d'examen complet pour exclure des troubles cliniques généraux ou neurologiques pouvant expliquer totalement les symptômes et leurs effets. Une caractéristique importante est que la symptomatologie n'est pas compatible avec une maladie neurologique. Il y a différents signes que nous pouvons utiliser dans l'examen clinique. Par exemple, l'Hoover sign, qui fonctionne chez un patient en décubitus, la main de l'examinateur sur le talon d'une jambe paralysée détecte la pression vers le bas lorsque le patient soulève la jambe contralatérale contre résistance. Et il y a aussi le pronator drift sign. Les patients se plaignent de faiblesse du bras, sont invités à tendre les bras devant eux et les hommes vers le haut. En cas de véritable faiblesse du bras, celui-ci tombe lentement avec une pronation associée, car le pronateur domine le supinateur. C'est un signe très sensible pour détecter la faiblesse du bras à un stade précoce. Chez les patients présentant une faiblesse fonctionnelle ou simulant une maladie, le bras descend simplement verticalement, sans pronation. Les vertiges sont l'une des causes les plus fréquentes de présentation dans les services d'urgence. Les formes les plus fréquentes sont périphériques, comme les vertiges positionnels paroxystiques bénignes, la maladie de Menière, la névrite vestibulaire, tandis que les formes centrales sont les plus rares, mais peuvent imiter les formes périphériques. Cela peuvent être des caméléons. Les formes centrales sont souvent sous-diagnostiquées
Mais il faut faire attention parce qu'un diagnostic manqué ou tardif peut entraîner une augmentation de la mortalité à court terme. Pour distinguer les vertiges centrales et les périphériques, très importante est l'anamnèse. On doit demander le type de vertige, s'il y a une sensation de rotation de l'environnement, comme dans le cas de la vertige périphérique ou de la tête, ou s'il y a instabilité. La durée, si sont des attaques de secondes minutes ou prolongées comme minutes-heures ou jusqu'à jours et semaines. Si il y a des facteurs déclenchants, des triggers qui sont différents des facteurs aggravants, sont des facteurs qui causent le vertige, comme le mouvement de la tête, l'orthostatisme. On doit demander s'il y a symptômes concomitants, comme le nausée, vomissement, diplopie, hypoacusie, troubles de la coordination, déficit moteur sensoriel, dysarthrie, dysphagie. Il est très important de demander les comorbidités, s'il y a un facteur de risque cardiovasculaire, migraine, troubles anxio-dépressifs, aussi l'antécédent familial comme la migraine, s'il y a un cas de migraine dans la famille, et la thérapie qui assume le patient, comme par exemple antihypertenseurs, benzodiazépines. On doit faire un examen clinique ciblé pour exclure les signes et les symptômes d'alerte, de red flags, des pathologies graves non vestibulaires qui peuvent imiter des vertiges, comme les présyncopes cardiaques ou arythmiques, l'hypotension artérielle, l'anémie grave, les troubles électrolytiques, l'épilepsie, l'intoxication alcoolique, l'hypoglycémie et l'hyperventilation. Après, très important est l'examen neurologique, examiner la vigilance, la conscience, la langage, attention s'il y a des artères, les nerfs crâniens, en particulier la motricité oculaire, le déficit de force et de sensibilité, le déficit de coordination, la présence des signes pyramidaux, la marche. Et la présence même d'un seul déficit neurologique doit être considéré comme un signe de possible centralité des vertiges. Une part importante de l'examen est l'INS, qui atteint des valeurs de sensibilité de 99% et de spécificité de 96%. Un examen INS normal est capable d'exclure un accident vasculaire cérébral mieux qu'une résonance magnétique négative dans les premières 48 premières heures avec l'apparition des symptômes, avec une autre spécificité. L'examen INS comprend l'aide impulse test, l'évaluation du nystagmus et le test de SKU. L'aide impulse test mesure le réflexe vestibulo-oculaire lorsque la tête bouge brusquement. Il est vérifié si le patient peut fixer un point avec les yeux lorsque la tête dévie. L'œil doit donc se déplacer à la même vitesse angulaire, mais en sens inverse de la rotation de la tête pour fixer le point. Chez les patients en dysfonctionnement, les yeux suivent le mouvement de la tête et le regard doit alors être à nouveau équilibré et renvoyé vers la cible. Il y a donc des cas de réinitialisation. Et c'est très important de dire que ce test se doit réaliser uniquement chez les patients présentant un syndrome vestibulaire aigu avec nystagmus spontané. Le nystagmus se doit évaluer avec ou sans fixation visuelle avec le brille de Frenzel, en position primaire de regard, tête fixe, puis dans les autres positions du regard.
Il faut évaluer le plan, si le nystagme est vertical ou horizontal, la direction qui est due de la phase rapide, l'évolution temporelle, si le nystagme est persistant ou paroxystique, et le changement de direction. Une caractéristique importante de le nystagme de cause centrale est qu'il change la direction avec le regard. Tandis que le nystagme de cause périphérique montre la même direction du nystagme dans toutes les positions du regard. Le test de SQ consiste en une évaluation de la symétrie de la réponse des yeux à la couverture alternée des yeux. On vient alternativement cacher les yeux et observer l'œil non caché, comme ici dans la vidéo. Il est positif si une saccade verticale de correction verticale ramène l'œil non caché sur le cible témoignant d'un désalignement oculaire. Et la présence d'un test d'SQ positif est le témoin d'une lésion centrale supranucléaire du tronc cérébral. L'examen INS aide à distinguer les vertiges centraux des vertiges périphériques. Les vertiges d'origine centrale ont un impulse test négatif avec aucune saccade. Le nystagme peut être vertical, rotatoire, bidirectionnel évoqué par le regard et il y a une saccade verticale au SQ test. Tandis que les vertiges d'origine périphérique montrent une saccade corrective à l'aide d'impulse test. Le nystagme est unidirectionnel, horizontal, et au test SQ, il y a une absence de déviation de SQ. Nous avons constaté que la clinique joue un rôle très important dans la distinction entre le stroke mimique et les accidents vasculaires cérébraux. Mais les neuroimageries peuvent également nous y aider. En effet, l'imagerie multimodale du cerveau avec la tomographie et avec la résonance magnétique est devenue un outil inestimable, non seulement dans le diagnostic initial de l'accident vasculaire cérébral, mais aussi dans la différenciation de l'accident vasculaire cérébral et des mimétiques de l'accident vasculaire cérébral. La perfusion par la tomographie est efficace dans le diagnostic des mimétiques de l'accident vasculaire cérébral courant tels que la migraine et l'épilepsie. La migraine et la crise convulsive se manifestent par des changements de perfusion qui ne se limitent pas à un territoire vasculaire. La perfusion diminuée dans la migraine avec aura mais est moins sévère que dans l'ombre ischémique. Tandis que dans l'épilepsie, il y a une augmentation de la perfusion correspondant à une demande métabolique accrue. La résonance magnétique est plus performante de la tomographie dans les maladies démyélinisantes, l'amnésie globale transitoire et l'encéphalopathie métabolique. Le manque de disponibilité de neuroimagerie avancée dans de nombreux systèmes de santé et la présence d'éléments cliniques ambigus peuvent entraîner le traitement par thrombolyse des stroke mixtes. Cependant, il a été démontré que le taux d'hémorragie intracrânienne symptomatique dans les stroke mimics était de 1%, comparé à 7,9% dans l'accident vasculaire cérébro-ischémique, ce qui entraîne un taux de complications très faible. Il a été démontré que le taux de mimix d'accident vasculaire cérébral dans les services d'urgence varie de 15 à 25%.
Pourquoi devons-nous préoccuper des stroke mimics? La non-reconnaissance des stroke mimics peut entraîner des traitements inutiles, des coûts supplémentaires pour le système de santé, ainsi qu'un stress psychologique pour le patient et ses proches lié à un diagnostic erroné. Et malgré les faibles taux d'événements indésirables, il est fortement souhaitable d'éviter de thromboliser anémique d'accident vasculaire cérébral. Le taux de caméléon d'accident vasculaire cérébral est estimé entre le 2 et 26% de tous les cas d'accidents vasculaires cérébraux évalués dans les services d'urgence. Les caméléons d'accident vasculaire cérébral présentent généralement un début progressif et se développent à raison de symptômes inhabituels ou trompeurs tels que des vertiges isolés, un état mental altéré, une faiblesse généralisée et de la fatigue. Il a été démontré qu'une mauvaise évaluation clinique de ces conditions peut entraîner des opportunités manquées ou retardées pour le traitement. Une évaluation inadéquate de l'étiologie de l'accident vasculaire cérébral est donc un risque plus élevé de récidive et taux plus élevé de handicap et de mortalité à 12 mois. Je me dirige vers les conclusions de ma présentation et je voudrais réitérer les points suivants. Les mimiques de l'accident vasculaire cérébral sont des affections qui peuvent présenter des symptômes similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral, mais qui ont des causes sous-jacentes différentes. Une identification précoce est cruciale pour éviter les traitements inutiles et guider la gestion appropriée. Une analyse précise, un examen neurologique complet et des imageries avancées peuvent aider à différencier l'accident vasculaire cérébral d'autres affections présentant des symptômes similaires. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse encore pour mon français et je suis disponible s'il y a des questions.